sommes au Gabon. Aujourd'hui, il faut noter que le Gabon, comme la Centrafrique, le Togo, où on était hier, sont des terrains d'expérimentation de la France-Afrique, par excellence. Parce qu'au niveau du Gabon, vous aviez là-bas un homme qu'on appelait Léon Ba. Léon Ba, c'était justement la matérialisation justement de la vassalité vis-à-vis de la France. Et il s'adressait un jour devant De Gaulle, à De Gaulle, en disant « Monsieur le Président, lorsque vous viendrez au Gabon, vous vous y sentirez comme chez vous, comme moi je me sens ici en France, chez moi. Tout Gabonais a deux patries, la France et le Gabon. » Vous voyez qu'on commence par la France. Vous comprenez? Alors, c'est à ce monsieur que Michel Debré, qui était le premier ministre de Gaulle, a signalé à la suite du 23 juin, lorsque la loi cadre de Gaston Defferre sort. Et il lui signale, parce que la loi cadre présentait l'image d'autonomisation des États d'Afrique francophone, alors que c'était une autre pirouette de l'État sous tutelle. Et je note que justement cette loi cadre-là est sortie au moment où, au niveau du Cameroun, il y a eu près de 600 000 morts, dans une population qui se chiffrait à l'époque à un peu plus de 3 millions. On a sorti cette loi cadre parce que tout le monde commençait à s'interroger sur la scène internationale. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun alors qu'on allait envoyer une commission qui allait venir vérifier que les Camerounais sont arrivés au niveau de Soto-Géré en 1955. Eh bien, du 24 mai 55 jusqu'en décembre 55, il y a eu cette avalanche de morts où la soldatesse coupait les têtes, comme cela fut le cas avec Rabat à Kousséré, au confin de la frontière avec le Tchad. Donc pour venir faire ce qu'on avait appelé la guerre psychologique et effrayer les populations pour dire si vous tentez, c'est comme ça que vous allez terminer. Donc on a utilisé le napalm pour brûler des villages entiers au niveau du Cameroun. Et comme ça allait très mal justement, on a Gaston Defferre a sorti cette loi 4. Alors beaucoup d'Africains naïfs croyaient que c'était vrai alors que c'était une autre pirouette. Alors Léon Ba a donc signalé à Debré, bon écoutez, donc il faut qu'on se prépare maintenant pour entrer dans l'auto-administration de nos nations, comme vous avez sorti la loi 4. Vous savez ce que Michel Debré a répondu à Léon Ba? Vous êtes trop bête, il ne s'agit pas de ça. Donc ce sera l'indépendance avec les accords de coopération ou pas d'indépendance du tout. Alors il est resté tranquille avec tout ce qui est arrivé. Il a été enlevé à un moment donné pour que Hilaire Obama puisse présenter l'image de quelqu'un qui allait secouer justement le landerneau politique du Gabon, avant qu'on le ramène de la forêt, où il disait, je ne sais pas d'où je suis sorti, où je suis là, je me sens vraiment, je me sentais déjà mort et tout ça. En réalité, c'était pour lui montrer qu'il n'y a pas à ramer à contre-courant de la manière dont la France a décidé au niveau du Gabon. Et lorsque arrive donc ce jeu de chaises, c'est-à-dire cette simulation qu'on fait au niveau de l'Élysée pour dire Omar Bongo, Albert Bongo à l'époque, qui était son secrétaire, il était le directeur du cabinet. On lui dit, écoutez, on va transformer cette affaire-là, puisqu'on sait que Léon Ba est très malade et il peut partir. C'est un peu comme on parlait du Togo hier. Donc, il faut préparer quelqu'un de fidèle. Et c'était Omar Bongo qui était dans le service secret français avec tous ce qu'on connaît. Oui. On dit, bon, écoutez, on va changer le dispositif de dévolution du pouvoir. Ce sera désormais le vice-président qui remplace le président en cas de disparition de du pouvoir de ce monsieur par incapacité d'émission et tout ce que vous voulez. Alors, on passe directement au Omar Bongo ou alors Albert Bongo, vice-président. Et en 57 justement, lorsqu'on sait en fin 56, Léon Ba décède, eh bien, 57, le gars reprend, 67 je voulais dire, il reprend les rênes. Et c'est lui donc pendant tout ce temps qui a servi à la France tout du Gabon. Si bien que vous allez de Lambaréné, vous allez pour Port-Gentil, pour rallier les villes, les principales villes du Gabon avec Libreville, il faudra prendre l'avion. Vous comprenez? Donc c'est difficile d'avoir un réseau routier qui puisse permettre de fluidifier les transports au niveau de ce pays-là. Alors, donc, lorsque arrive 2009, et c'est là que vous allez comprendre très bien la perfidie, juin 2009, lorsque Omar Bongo décède, après toutes ces années, justement, il a même participé à la formation des gouvernements en France, c'est Omar Bongo, alors qu'il était incapable de gérer les choses qui se passaient chez lui. Alors il est décédé, mais il est décédé à la suite du fait que la France a refusé de lui offrir l'asile pour l'assistance, la possibilité d'aller se soigner là-bas. Alors il allait mourir au Maroc. Au Maroc là-bas, étant déjà mort, il fallait absolument préparer l'arrivée de quelqu'un qu'on allait contrôler. Après cette affaire-là, on a
parachuté son corps au niveau de l'Espagne. Et là-bas, il fallait absolument qu'on dise à l'opinion qu'il était encore sous assistance médicale. Et Yegendom, qui était son premier ministre, a dû aller dans la caution gouvernementale faisant état de ce qu'il était encore sous assistance médicale alors qu'il était décédé depuis. En réalité, on voulait prendre ce petit temps-là pour former Ali Bongo qui était à Paris, à la compréhension des rouages des biens intimes qui gouvernent ces relations france-africaines avec ses indépendances sous contrôle. Alors, une fois que la formation a été terminée, cette formation express, on annonce donc que le président est décédé. Maintenant, retour. Même si quelque part là, il faut préciser par ailleurs que l'information avait fuité via RFI, qui avait d'ailleurs annoncé le décès de Omar Bongo, ce qui n'avait pas plu justement aux Gabonais. Absolument, absolument. Et parce que vous étiez en train d'indiquer hier ce qui s'était passé avec Sylvanus Olympio, où le monde a déclaré qu'il était mort, justement, alors qu'on n'avait pas encore acté de manière réelle justement cette mort-là, qu'il fallait justement précipiter avec son assassinat devant cette ambassade des États-Unis. Alors, en 2009, lorsqu'il décède, eh bien, Omar Bongo prend les rênes, Ali Bongo prend les rênes, et lorsque on arrive au niveau du Gabon, au moment où Ali Bongo doit prêter serment, il finit de prêter serment, tout le gratin politique de l'Hexagone arrive au Gabon, la gauche, la droite, l'extrême gauche et tout ce que vous voulez, mais ils sont liés par quelque chose, la loi du silence. Alors, quand ils arrivent, j'étais assis sur mon canapé ce matin-là, Ali Bongo et Sarkozy étaient en train de s'exprimer à l'estrade. Alors, Ali Bongo sort et dit, Monsieur le Président, vous et moi ignorons le contenu réel de ces communément et confusément appelés France-Afrique. Le temps est venu pour que vous et moi entretenions des relations gagnant-gagnant à la mesure des aspirations de nos peuples respectifs. Alors, je me suis dit, c'est monsieur, est-ce qu'il sait exactement ce qu'il est en train de dire? Sarkozy est ressorti, il dit, écoutez, Ali et moi n'appartenons pas au réseau, nous ne connaissons pas les réseaux, nous n'appartenons pas à la région 60, nous ne connaissons donc pas les réseaux, mais je n'en ai pas les complexes. Alors, ceux qui ont des fibres cérébrales disciplinées dans la compréhension de l'analyse politique avaient dû comprendre à ce moment-là que c'était terminé pour Ali Bongo. Alors, dans cette naïveté politique, il arrive, il dit, première chose, le bois gabonais, la première transformation se fera au Gabon. Et puis, derrière, il dit il faut faire un redressement fiscal sur Total, là-bas de près de 400 milliards. Alors, les gars disent, écoutez, on va d'abord arrêter cette affaire. On va arrêter cette affaire, c'est-à-dire qu'on appelle Mba Obam au niveau de Paris, de l'Élysée, pour lui dire, écoutez, c'est vous qui avez été le vainqueur de cette élection. D'abord, ce monsieur n'a pas été foutu d'être deuxième parce qu'il était troisième, parce que c'est Pierre Baboundou qui était deuxième. Alors, ce que vous avez à faire, c'est que vous allez rentrer de Paris avec votre gouvernement dans la mallette. Vous rentrez au niveau du Gabon, revendiquez votre victoire. Nous avons notre base militaire au niveau du Gabon qui va vous protéger à partir de l'aéroport, etc., etc. On ne va pas également oublier que la base militaire est justement à quelques mètres, hein, il faut le dire, de la présidence de la République. Vous parlez de bord de mer. Voilà, justement. Alors, donc, lorsque Mbobam arrive, donc, en grande pompe avec son gouvernement dans la mallette au niveau de l'aéroport Léomba, eh bien, ce gars-là, on le protège, et dès qu'on l'a protégé, en réalité, la mécanique était simple. Mettre la pression sur Ali Bongo et qu'il surseille justement aller dans la direction qu'il a prise, finalement, maladroitement. Et donc, derrière, il dit, écoutez, aidez-moi à bloquer cette affaire-là. Et vous savez ce qui se passe derrière, Steve? En Mondovision, François Stéphanie, le patron de la grande loge maçonnique française, monte dans un jet privé avec toute son équipe, et en Mondovision, on l'a montré. Je crois que vous étiez sur un autre média. On n'est pas là pour ça, à cette époque-là. Voilà, donc, il dit, écoutez, je suis avec mon équipe en train d'aller installer le grand maître de la franc-maçonnerie au Gabon en remplacement. En Afrique centrale, faut bien préciser. Effectivement, en remplacement du décédé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu les images. Et là-dedans, je dois indiquer à la conscience africaine que lorsque la Rose-Croix et toutes ces sectes-là sont arrivées, et ils se sont appuyés sur cette franc-maçonnerie qui, pour eux, n'a pas la même façon de se ramasser sur le plan opérationnel, mais chez nous, c'est que les premiers hommes, les hommes du précambrien avaient la queue, et toute la puissance de l'homme se retrouvait en cette queue, mais comme l'homme a évolué, que la queue a disparu, toute cette puissance est venue s'agglomérer au niveau du corsis ici derrière. Et quand un homme vous enflamme le derrière, il retire toute cette puissance en lui et vous n'êtes plus rien du tout. Et c'est devenu donc un passage obligé pour les grands hommes politiques et même les élites économiques, parce que lorsque vous allez dans des entreprises, aujourd'hui notamment les multinationales, on vous dit, écoutez, qui est votre parent et tout, cette homosexualité-là devient quelque chose de valide. C'est pour ça que vous allez voir l'incohérence. Lorsque vous dites, parce que le gouvernement gabonais a émis justement ce projet de loi
qui devait modifier ce code pénal-là au niveau de 2018, enfin qui part de 2018 jusqu'au 5 juin 2019. Mais derrière, on dit on va lever l'article 5, l'alinéa 5 de l'article 402 justement de ce code pénal qui avait validé l'homosexualité. On va lever juste ça pour que l'homosexualité soit désormais autorisée. Mais derrière, on dit il n'y a pas de mariage homosexuel. Ça veut dire qu'on est en train de promouvoir la prostitution au niveau de l'homosexualité. Il y a un ensemble d'incohérences là-dedans. Mais le calibrage que je suis en train de vous montrer, que ce n'est pas une affaire anodine. C'est que Ali Bongo aussi, en ce moment-ci, est en difficulté. Parce que ces gars veulent se séparer de lui avec ce qui s'est passé en Djamena, lorsqu'ils se sont regroupés là-bas avec la SEMA, où il a avalé du cyanure à travers le climatiseur toute la nuit, et puis il s'est rendu à Riyad devant le prince d'Arabie Saoudite. 30 minutes après qu'il ait engagé la conversation, eh bien il est tombé. Et tout le monde, on l'a mis dans un coma artificiel. Tous les médecins sont accordés d'une longue convalescence, parce que vous savez qu'au niveau du Gabon, c'est 60 jours. Si vous êtes à l'extérieur, eh bien on va annoncer votre... Justement. Exactement. Donc, on a fait ça, on l'a envoyé au Maroc. Mais c'est pour ça que vous voyez, le président Ali Bongo, chaque fois qu'on est en train d'atteindre les 60, il court rapidement, même s'il est... Il revient justement au pays.